Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir au nom de la ville de Dijon et au nom du maire, Monsieur François Rebsamen, pour cette saison Africa 2020 organisée par l'Institut français. Nous aurons l'honneur d'accueillir pour ces conversations Monsieur Nimo Basset, éminent humaniste et président d'une grande ONG, ainsi que Monsieur Jean-Philippe Pierron, qui est donc universitaire, philosophe à l'Université de Bourgogne, ainsi que Jean Vigreux, universitaire, historien et directeur de la Maison des sciences de l'homme. Sur cette thématique, les conversations auront lieu sur la thématique de la géopolitique de l'alimentation. Et donc, il nous paraissait naturel d'accueillir ces débats à Dijon. Nous en sommes ravis et honorés. Donc, à Dijon, où prochainement naîtra la Cité internationale de la gastronomie et du vin, patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, je vous souhaite de très bons débats, une belle conférence. Merci à toutes et à tous. Bien, bonsoir à toutes et tous. Un grand merci à la ville de Dijon, mais aussi à l'Institut français et à la saison Africa 2020 ou 2020, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, ce gros programme, le sommet de septembre, qui a lieu en mars, c'est pas grave, sur lequel nous allons aborder ce soir à Dijon quelque chose de spécifique, et ça a été rappelé par Sladana tout à l'heure, la géopolitique de l'assiette, les enjeux aujourd'hui de qu'est-ce que l'on a dans notre assiette et comment ça répond à des enjeux géopolitiques. L'alimentation, de fait, est une entrée particulière pour saisir non seulement les habitudes de vie, mais également des logiques internationales, géopolitiques, voire identitaires. Et en quoi les rapports entre les États, qui s'appuie sur une histoire bien sûr diplomatique, parfois de rapports de force, de relations internationales, mais qui prennent aussi dans ce 21e siècle, et sur un temps très long, puisque étant historien, je vais essayer des fois de ramener un peu de temporalité, les enjeux de contexte économique importants, sociaux, culturels, et incontournable véritablement pour comprendre, pour mesurer en profondeur les évolutions de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas dans nos assiettes. En quoi, en fin de compte, ces logiques géopolitiques participent de ce qui se retrouve tous les jours, au quotidien, dans notre assiette. Pourtant, l'assiette, elle renvoie à quelque chose d'intime. On y reviendra tout à l'heure dans nos discussions, à quelque chose d'individuel, à quelque chose de privé. Et puis, au-delà de l'individu, c'est aussi l'assiette, le repas en famille. Alors, en ce moment, avec la pandémie, c'est plus difficile d'avoir tous ces enjeux-là, mais ça participe de cette pratique. Sans oublier, bien sûr, les restaurants et les cantines et le collectif dans lequel on peut le voir. Mais tout ça nous invite à penser, à réfléchir, à analyser, à comprendre, en fin de compte, nos modes de vie dans le cadre d'une mondialisation accrue. D'aucuns évoquent la globalisation, nous on évoque la mondialisation, peu importe comment on traduit les choses, mais pour reprendre la belle formule de l'historien Roger Chartier, il évoque le global et le local, et il dit le glocal. Et je pense que cette expression a du sens, en tout cas dans les enjeux de l'assiette, dans les enjeux de l'alimentation. Alors, assiste-t-on, ce sera la grande question peut-être du départ, à une uniformisation des assiettes, à des formes d'acculturation culinaire, ou, pour le dire autrement, à des transferts, à des hybridations, des arrangements, des résistances. En fin de compte, est-ce que partout dans le monde, on a cette même assiette qui uniformise la totalité? Alors, pour répondre à ces premières questions, deux regards, deux voix participeront à cette conversation. En premier lieu, nous avons l'honneur d'accueillir et la joie d'accueillir Nimo Basset, directeur de think tank écologique Fondation pour la santé de la terre nourricière, alors ça serait mieux en anglais, Health of Mother Earth Foundation, et qui siège au Nigeria. Il est l'auteur, entre autres, de plusieurs ouvrages qui nous permettent d'analyser, de comprendre les rapports de force à l'œuvre. Citons, entre autres, To Cook a Continent, Destructive Extraction and the Climate Crisis in Africa. Excusez-moi pour mon très mauvais anglais, mais on essaie de faire ce que l'on peut à Dijon. Je blague.
Et puis, deuxième voie et deuxième regard, celle d'un philosophe, de mon collègue Jean-Philippe Pierron, professeur à l'Université de Bourgogne, qui travaille beaucoup sur la vie, la médecine et le soin, et qui est directeur de la chaire de recherche Valeurs du soin, et qui vient de publier, on l'a dit tout à l'heure, Je et nous chez Actes Sud, mais je renvoie aussi à son ouvrage aux belles lettres, Prendre soin de la nature et des humains, donc il rentre aussi dans l'un des aspects de la question de ce soir, médecine, travail et environnement. On l'a dit, c'est une conversation, donc c'est pas une grande conférence débat, mais on dialogue tous les trois. Il y aura cette idée de réagir à ces premières questions. Et puis on le fait aussi à Dijon, ça a été dit, cité internationale de la gastronomie et du vin, et on pourra, de ce point de vue-là, penser ces enjeux et ces effets induits sur la cité et de manière plus générale et universelle, en fin de compte, comprendre dans ce sommet africain des questions transversales et des questions qui concernent toute la planète. À vous deux, alors peut-être en premier, Mimo, peut-être en réaction, ou Jean-Philippe, peu importe, vous choisissez. Peut-être je veux me permettre de le faire. Nemo, ça sera une façon de vous accueillir tout en regrettant que vous ne soyez pas parmi nous ce soir. Je le fais, notre représentante de la ville, tout à l'heure, Zeltana, en fait, insistait sur l'importance de cette ville, Dijon, donc, qui a construit une cité de la gastronomie, mais qui est aussi jumelée avec Dakar, la capitale du Sénégal, qui accueille aussi beaucoup de monde, parce que cette planète toute petite voit beaucoup circuler par le biais des migrations une quantité de personnes, et donc la question de l'alimentation, de ce point de vue-là, aujourd'hui fait l'objet d'études qu'on appelle les food studies, mais parce qu'au préalable, les gens circulent et avec eux les aliments. Je voudrais en fait, tout en disant mon regret, dire par rapport à la question que Jean Vigreux aux questions que Jean Vigreux vient de nous poser, dire que les questions d'une géopolitique de l'assiette ne se posent pas de nulle part. Et j'avais au départ presque un petit peu de l'indécence à vouloir commencer par réfléchir sur une cité de la gastronomie, quand on sait que les questions de la gastronomie sont parfois présentées comme des questions de luxe, eu égard à des pays qui connaissent, eux, la faim et les émeutes de la faim. Et pourtant, autrement dit, dire ça, c'est dire que si effectivement nous sommes, nous, de l'autre côté de la Méditerranée, ça ne veut pas dire que nous sommes indifférents au combat, en fait, qui se joue de l'autre côté que vous représentez ce soir, mais par contre, qui se joue différemment. Et le fait qu'effectivement, il y ait ce projet sur Dijon, en fait, d'une cité de la gastronomie, je crois que le plus triste pour nous serait que cette question de la cité de la gastronomie se réduise à des enjeux de patrimoine, de maintien d'une certaine conception de ce que sont que les identités culinaires et à travers elles, en fait, les identités en fait culturelles. Ce que j'aime bien dans l'expression de cité de la gastronomie, c'est deux choses. C'est d'abord la question effectivement de la gastronomie, qui a été beaucoup théorisée en fait par quelqu'un qui s'appelait Brillat-Savarin et qui avait inventé ce mot pour dire que la question de la nourriture ne se limite pas à des questions de nutrition, à des questions d'enjeux biologiques, si je puis dire, mais engage une certaine conception de soi dans nos rapports à nous-mêmes, aux autres et au monde. Donc la gastronomie, elle dit quelque chose de décisif, mais il y a aussi l'expérience d'une gastropolitique, si je puis dire. Et donc, quand on parle de cité de la gastronomie, la question de la cité, effectivement, il s'agit de lui donner une consistance. Et donc, je ne voudrais pas être trop long, je vais m'arrêter là-dessus en disant simplement peut-être une chose encore, c'est que parler donc d'une cité de la gastronomie, c'est de ce côté-ci de la planète, que nous représentons nous ce soir, eh bien nous faisons le constat que ce que Brillat-Savarin au XIXe siècle appelait gastronomie, nous sommes nous les contemporains de ce qu'on peut appeler une gastroanomie, une sorte de dérégulation de notre rapport à l'alimentation qui fait qu'on peut aussi bizarrement mourir de trop manger, même si aussi dans nos pays certains meurent de ne pas assez manger. En tous les cas, donc, ces questions d'une géopolitique de l'assiette ne sont pas sans situation. Et donc, nous vous parlons et nous échangeons ce soir à partir de cette situation particulière qu'est cette cité de la gastronomie sur laquelle nous reviendrons peut-être tout à l'heure avec toutes les questions que Jean nous a proposées déjà en florilège.
Thank you so much for inviting me to. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion très intéressante. Je suis ravie de participer à cet événement et je pense que c'est très intéressant que de réfléchir à cette idée que la cité de la gastronomie. Qui voudrait vivre dans une cité de la gastronomie où tout est en abondance, où tout tourne autour de la nourriture, notre alimentation, notre corps et les choses que nous faisons et les choses que nous mangeons, que l'on trouve dans notre assiette. Et j'aime également l'idée qu'il faut examiner ce qu'il y a dans notre assiette avant de consommer ce qu'il y a dans notre assiette. Évidemment, il faut réfléchir à beaucoup de pratiques, beaucoup de choses qui conduisent à ce que cette nourriture arrive dans notre assiette. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'alimentation n'est pas limitée à la nutrition. Si c'était limité à la nutrition, donc pourquoi prendre toutes les mesures pour préparer des menus, faire la cuisine? Donc, il suffirait de prendre un vaccin et le vaccin nous nourrirait. Donc, on pourrait survivre pendant des semaines ou des mois selon ce qu'il y avait dans le vaccin. Mais pour moi, l'alimentation, c'est plus une fête, c'est une célébration, c'est une culture. Vous savez qu'il y a un lien très étroit avec la spiritualité, donc ce qui relie une famille, les proches. Pourquoi on accepte une culture, pourquoi on accepte une situation. Et vous savez que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre soin parce qu'aucun humain ne peut éviter la nourriture. Il s'agit de la survie, mais ce n'est pas simplement la survie. Il faut prendre plaisir, il faut vraiment savourer ce qu'il y a dans notre assiette. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous font reconnaître et prendre soin de ce qu'il y a dans notre assiette. Parce que si on n'y prend pas soin, donc on ne ferait que manger pour avoir de l'énergie, pour nous déplacer. Et évidemment, on perdrait un grand pan de nos vies. On aurait gaspillé ce plaisir qui tourne autour de l'assiette et les arômes, les goûts, le bruit, quand on mâche, les histoires qui sont racontées parce qu'il y a dans notre assiette. Donc, il ne s'agit pas simplement de mettre cette nourriture dans notre bouche et avaler, mais en fait, c'est quelque chose qui nous aide à prendre plaisir et se mettre autour de la table ensemble. Je suis vraiment surpris de voir qu'en France, par exemple, vous passez tellement de temps à manger. Parfois, vous avez des repas qui durent 1 heure et demie, 2 heures, et je pense que c'est vraiment très intéressant. Et le fait d'avoir cette discussion sur l'alimentation et la géopolitique de l'assiette, cela me rappelle la géopolitique des forces qui restreignent notre capacité à obtenir les aliments dont on a réellement besoin. C'est vraiment un grand problème, notamment là où j'habite. Il y a beaucoup de pression sur les cultures qui arrivent dans nos assiettes. Et mes collègues se soucient de cela parce que nous faisons beaucoup de travail dans le domaine de la politique de la faim. Les gens n'ont pas faim simplement parce que il n'y a pas de nourriture. Non, très souvent les gens ont faim parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture. Et il suffit d'y penser. Donc, si on va devant un restaurant, on voit très souvent des gens devant un restaurant qui meurent de faim et ils mendient devant un restaurant. Et c'est pas parce qu'il y a une pénurie de nourriture. Donc, la nourriture, c'est un outil politique très puissant. Et la nourriture est vraiment le résultat de notre politique, de la géopolitique. Donc, je suis ravie de participer à cette discussion ce soir. Je peux prolonger. J'aimerais, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette première prise de parole, c'est que pour aller aux politiques, vous avez commencé en fait par parler de ce qui se joue de l'ordre du désir autour de la question de l'alimentation. Il y a un philosophe, là aussi, comment dire, qui s'appelle Gaston Bachelard, qui raconte une petite histoire de son enfance, dans lequel il racontait, quand il était enfant, il aimait bien aller manger des gaufres chez sa grand-mère.
Et ce qu'il aimait quand il allait la voir, c'est que ces gaufres, elles sentaient le grillé, le beurre caramélisé. Enfin bref, il fait toute une poétique de la gaufre, si je puis dire. Et il finit par cette déclaration ou cette formule qui dit avec les gaufres de ma grand-mère, je pourrais dire que l'homme n'est pas une création du besoin, mais une créature du désir. Et que autour de la question de l'alimentation, ce qui s'engage, bien sûr, une nécessité de type vital, mais une forme puissante, en fait, du désir. Et ce qui est effectivement questionné, c'est lorsque ce désir, qui consiste une certaine compréhension qu'on a de soi et aussi de nos relations avec les autres, que se passe-t-il lorsque ce désir est mutilé ou rendu impossible ? Et donc, s'arrêter, comme vous le faites avant d'aller sur la question du politique, sur cette idée que la nourriture est d'abord un enjeu de relation, me paraît majeur. Hein, c'est-à-dire que la question de se nourrir, c'est se nourrir de. C'est-à-dire prendre conscience des dépendances que nous entretenons avec le milieu. Et à partir du moment où nous perdons de vue cette idée-là, que manger, c'est fabriquer des relations, que se nourrir, c'est cultiver des relations. Brillat Savarin, encore lui, avait cette formule qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Lorsqu'il dit ça, il dit qu'effectivement, manger, c'est se qualifier et parfois se disqualifier. Parce que manger, c'est manger et partager des valeurs esthétiques, éthiques, religieuses ou spirituelles, et bien sûr aussi politiques. Et probablement qu'une des difficultés que rencontre la problématique, j'allais dire, de la faim, qui est la hantise de la nourriture et de l'alimentation, c'est lorsque nous réduisons la question de l'alimentation à des enjeux que techniques et en écrasant les enjeux éthico-politiques qui sont autour de la question de l'alimentation. On voit très bien que les problèmes en fait d'accès à la nourriture que vous évoquiez autour de cette de cette personne qui mendie à l'entrée d'un restaurant très vite nous ramènent devant des problématiques qui sont des problématiques de justice. Et articulant en fait les problématiques de justice environnementale et de justice sociale. C'est-à-dire que là où on veut nous dire que le problème de la faim dans le monde est un problème technique et n'est qu'un problème technique en inventant des machines à nourrir. On voit tout le débat qu'il y a autour des OGM de ce point de vue-là en disant le problème de la faim dans le monde c'est un problème technique et uniquement technique. L'enjeu n'est pas technique, l'enjeu il est éthico-politique. Parce qu'en réduisant la question de l'alimentation à des enjeux effectivement simplement de nutrition ou de nutriments, eh bien on arrase toutes ces valeurs qui font une culture, qui font une société, qui font une manière d'être ensemble. Là, la question soulevée, elle est fondamentale parce que c'est celle du partage, que la nourriture participe de ce partage. Alors partage en famille, bien sûr, ça va de soi. Partage de manière plus importante en société, en groupe. Les banquets et tous les rites et les rituels autour des banquets nous invitent à penser aussi les enjeux de cette géopolitique de l'assiette au cœur de plaisir et peut-être aussi de logique de domination, qu'on le veuille ou non, parce que on pouvait, ici entre autres, dans une cité ancienne de duc de Bourgogne, avoir, et au Moyen-Âge, on aime bien raconter ces grands repas, on montrait son pouvoir avec ces grands repas, et à d'autres périodes aussi, toute cette logique de pouvoir nourrir ses convives, et donc on les invitait, les autres, en tant que tels, il y avait quelque chose d'important à présenter, à montrer sur son rapport de pouvoir, et qu'il faut aussi prendre en compte, me semble-t-il. Il n'y a pas simplement la logique du plaisir, mais il y a aussi la logique de la distinction. Et ça participe, me semble-t-il, de cette discussion. Mais j'aimerais, bien sûr, avoir aussi votre réaction, mais j'aimerais que tous les deux vous reveniez un peu sur cette idée tout à l'heure que j'essayais d'introduire, sur l'uniformisation, en quelque sorte, des goûts, l'uniformisation des mêmes plats partout, d'une logique, en quelque sorte, de cette géopolitique et d'une globalisation ou d'une mondialisation qui impose un type de partage dans l'assiette assez particulier. Je laisse peut-être Nemo répondre. Yes. Thank you. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y a de
de plus en plus d'uniformisation de la nourriture dans le monde. Je pense que c'est vraiment un point très intéressant et je voulais vraiment rebondir sur ce point. Je pense que c'est réellement très intéressant et lorsque l'on voyage à l'étranger, on voit qu'il y a beaucoup de restaurants de fast-food et on voit qu'on trouve le même goût, les mêmes couleurs, le même conditionnement, les mêmes lumières, la même déco dans les restaurants. Donc, en fait, on perd tout sens de lieu. Il n'y a plus d'identité et on perd le sens de ce que l'on fait. En fait, on ne fait que manger. On prend l'habitude, en fait, de manger la même chose. En fait, on porte cette nourriture-là à la bouche simplement pour se nourrir. Mais j'ai remarqué également que parfois, il n'est pas forcément facile de mondialiser le goût, parce qu'il y a une certaine résistance à cette mondialisation du goût. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de nourriture locale par rapport au mondial. Je l'ai vu très clairement. Il y a des restaurants fast-food au Nigeria et il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils vont au restaurant fast-food, ils veulent quand même manger la nourriture traditionnelle. Donc, ils ont du mal à s'habituer à cette malbouffe. Donc, c'est plus, au Nigeria, c'est plus une nourriture lente que rapide, fast-food, nourriture lente. Et slow food. Donc, au Nigeria, on a du mal à s'habituer à ces restaurants de fast-food et on a plutôt tendance à préférer, à privilégier la nourriture locale. Je sais qu'en Europe, on trouve ces restaurants un peu partout, mais je pense que chez nous, bon, par exemple, moi, si je suis à Londres, je sais que je vais trouver ce que je recherche, mais pour moi, je pense que la malbouffe, parfois, c'est approprié parce qu'on veut manger rapidement. Mais pour moi, la malbouffe, c'est pas forcément une nourriture. Vous savez qu'il y a beaucoup de pouvoir politique derrière la nourriture. Et le fait que vous avez dit, par exemple, que la nourriture est un outil de distinction entre des classes sociales et les relations sociales. Et parfois, la nourriture représente un rapport de force ou de contrôle. Et pour ceux qui n'ont pas accès au pouvoir, par exemple, ils savent que tel ou tel aliment est beaucoup trop cher et ces aliments sont au-delà de certaines personnes. Mais il faut également considérer le droit à la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès à cette nourriture, mais à mon sens, c'est un droit d'accès à la nourriture. Et vous savez qu'il y a des grandes déclarations en ce sens, mais on n'y prête pas beaucoup d'attention à ces déclarations, à ces conventions. Je souhaite mentionner une chose lorsqu'il s'agit de parler de la géopolitique de nos assiettes. Vous avez dit que parfois on pense qu'il s'agit d'un problème technique, mais la faim n'est pas un problème technique, c'est un problème éthique, social. Il y a également la justice de la nourriture et cela me rappelle ce qui s'est passé en 2002 où il y avait une famine dans une région de la Zambie et la Zambie avait du mal à cultiver ses graines et ainsi, en fait, il fallait les transformer la graine et il fallait planter du maïs au lieu de la graine. Donc, cela a conduit à une grande famine. Il y avait beaucoup de controverses autour de cette famine. Et pourquoi est-ce que vous avez planté, par exemple, du maïs? Et les agriculteurs répondent parce qu'on n'avait pas le choix. Et en fait, ça, c'était en Zambie. Et ce qu'il fallait, c'est simplement transporter la nourriture de la région où il y avait une abondance de nourriture, cette région où il y avait une pénurie. Mais vous savez que parfois les coûts de transport de cette nourriture, les coûts de transport sont supérieurs aux coûts de culture et de production. Donc il y a beaucoup d'aspects. Et parfois aussi, on voit que
où on pense que la nourriture est un produit de base, simplement, il y a des gens qui spéculent sur le prix de la nourriture. Et ça pose problème lorsque la nourriture est perçue comme un produit à vendre où on peut gagner de l'argent. Donc, il y a beaucoup de pouvoir. Il ne s'agit pas simplement de manger. La nourriture est utilisée comme outil pour opprimer le peuple et voler leur argent aussi parfois. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que la description que vous faites, qui est récente, c'est sur le temps long. Nous, dans le monde, on va dire occidental et sur notre histoire, les crises frumentaires ont existé jusqu'au 19e siècle, pour faire vite. Les problèmes de soudure, d'une récolte à une autre, ce qui amenait à des émeutes de la faim, à des soulèvements, amenait aussi à certains à garder les grains et puis se faire un bénéfice. Ça a toujours existé, mais les enjeux peut-être du 19e siècle et de l'entrée d'une forme de libéralisme au point de vue économique et politique ont permis de dépasser cela. Ça, c'est vrai. Mais ça existe encore. Donc, on voit bien les rythmes différenciés, on voit bien les chronologies décalées et les enjeux aussi, tout simplement, qui ne sont pas le goût, le désir qu'on évoquait tout à l'heure, mais les logiques de la distribution et de la redistribution et les logiques de production. Quand vous dites on fait faire du maïs alors qu'on n'avait pas besoin, mais c'était aussi pour les paysans qui gagnent plus. Et c'est les enjeux d'un modèle économique de monoculture ou de destruction de type de culture qui amènent à ces enjeux-là et que l'on connaît aussi eh bien, dans nos assiettes occidentales, parce que le veau aux hormones, ça a existé. La logique productiviste a aussi supprimé certains goûts d'une viande et certaines choses que l'on essaye peut-être de retrouver. Alors, à la fois, c'est un mouvement contradictoire. J'évoquais tout à l'heure uniformisation, et vous avez eu raison de dire, ce qui compte d'abord, c'est le goût local, comment on retrouve des saveurs, comment on retrouve quelque chose où on a été éduqué, et il y a tout un autre rapport qui n'est pas simplement celui de l'économie, mais qui est aussi celui du citoyen. Et donc, quand on ramène cela à la famille, lorsqu'on ramène à l'éducation et lorsqu'on ramène à la société, eh bien, ça montre cette contradiction, cette ambivalence de la géopolitique de l'assiette. Et peut-être que pour cela, il y avait Brillat-Savarin à citer, je crois qu'il y avait quelque chose à faire sur cet aspect. Alors, je vais peut-être revenir après sur Brillat-Savarin. Je voudrais prolonger en fait la discussion sur la question de l'uniformisation. Depuis le début de la conversation, on a glissé du rapport finalement individuel ou personnel ou interindividuel concernant l'alimentation à ces enjeux qui deviennent sociaux et politiques. Ce qui se joue pour moi autour des problématiques d'uniformisation à l'échelle globale ou mondiale, c'est la question en fait du devenir des cultures à l'échelle précisément ou à l'heure de la mondialisation. Et on voit bien qu'il y a là, pour moi, il y a un premier type d'enjeu qui est un enjeu compliqué. Et l'idée de la cité de la gastronomie, de ce point de vue-là, elle est aussi prise dans ces difficultés. Ces enjeux compliqués, c'est comment penser ces cultures dans la mondialisation en n'ayant pas l'impression que le partage ou l'arrivée, comme on le voit à Dijon, le fait que les pizzerias se font bientôt remplacer par les tacos ou par d'autres modèles en fait de propositions alimentaires, eh bien, comment en fait penser ce dialogue avec les cultures, ni dans le repli identitaire qui voudrait réifier, qui voudrait substantialiser les cultures en pensant les cultures alimentaires comme étant des cultures nationales intangibles, immobiles et non poreuses. Et inversement, la disparition de ces cultures dans le tout homogène, qui réduisant l'alimentation justement à des stratégies marketing et de domination souvent économique. Donc il y a une vraie difficulté qui est effectivement que les cultures dans la mondialisation, elles ont une consistance, mais cette consistance, elle est relationnelle, elle aussi. Et donc le défi, c'est de faire exister ces relations sans pour autant, je veux dire, n'être ni dans la forteresse assiégée des identités malmenées, ni inversement dans l'espèce d'ouverture où on disparaîtrait comme sujet, comme dans nos identités. Ça, c'est le premier point d'attention. Et puis, quand on parle d'uniformité, pour moi, je ferai une distinction en fait entre uniformisation d'un côté,
et unidimensionnalisation de l'autre. C'est un peu compliqué cette notion, mais je voudrais m'y arrêter un instant. La question de l'uniformisation, elle est aussi marquée effectivement par la généralisation à l'échelle planétaire d'une rythmique qui impose progressivement, autour de logiques de type productiviste d'ailleurs, une temporalité qui fait que la question de l'alimentation devient un problème à gérer et non pas une fête à célébrer, pour prendre des choses que tu évoquais. Et c'est-à-dire, de ce point de vue-là, l'idée de fast food, de manger vite, c'est effectivement la réduction de la question de l'alimentation à un problème technique lorsqu'il faut produire et lorsque manger devient aussi une activité productive. Il faut manger pour produire et manger, c'est produire aussi. Bon. Donc il y a cette dimension donc d'une uniformisation en fait qui est marquée par cette généralisation. Alors est-ce qu'il faut dire qu'elle est néolibérale, post-capitaliste? Enfin bon, on peut discuter après sur les catégories d'interprétation. Mais il y a ce premier aspect. Et puis la question de l'unidimensionnalisation, elle me paraît renforcer la première à partir des, je pense, c'est les exemples du grain en fait qui ont été évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'unidimensionnalisation? Je pense, j'emprunte la formule à Marcuse qui avait parlé d'un homme unidimensionnel. Donc, c'est cette idée d'une réduction, en fait, de l'humain à des intérêts qu'instrumentaux. Et donc, la réduction des enjeux alimentaires eux-mêmes à des approches purement instrumentales, laissant de côté tout ce qui fait qu'une société est une société. Et à ce moment-là, effectivement, si on réduit la question de l'alimentation à ça, alors les cultures, les endroits où on plante, le type de graines qu'on choisit de planter, si on reste sur la question en fait des graines, eh bien balaye ces différences culturelles au profit, précisément du profit, si je puis dire. Et là, c'est là que deviennent c'est là qu'arrivent les problèmes. Et donc l'enjeu, c'est comment repluraliser, remettre d'autres dimensions que la seule dimension de la productivité et de la rentabilité, dans un modèle qui veut l'imposer et qui ne veut poser le problème de la faim ou le problème de l'alimentation que comme ça. If I may jump in there, I think that really, si je puis me permettre, je voudrais dire quelque chose. Je pense que vraiment, vous avez frappé le clou sur la tête, comme on dit. Vous avez vraiment mis en exergue le point principal. Alors, l'uniformisation de la nourriture pose vraiment un problème et beaucoup d'organisations internationales oublient ou choisissent d'oublier ce problème. On peut parler des agriculteurs qui sont petits, qui sont grands, qui sont plus industrialisés ou qui ont des exploitations familiales. Et surtout, soit dit en passant, lorsqu'on parle de la production des exploitations industrielles, tout est fait pour l'industrie, tout est là pour servir les bénéfices, l'efficacité. Et ainsi, vous aviez exactement les mêmes cultures qui poussent à travers des tas de kilomètres carrés. Et cela veut dire que les agriculteurs, ils ne produisent qu'un seul produit, ils sont unidimensionnels au niveau de leur approche. Et donc, ces agriculteurs-là ne savent faire pousser qu'une sorte de produit. Et ils ont des exploitations pour un produit et puis leur voisin fait pousser un autre produit. Et s'agissant de la production alimentaire, c'est un système qui est très pratique. Oui, pratique pour les investisseurs et très pratique également pour ceux qui volent les terres aux uns et aux autres. Mais cela détruit ce que l'on veut dire lorsqu'on parle d'alimentation, lorsqu'on parle de nourriture. Parce que qu'est-ce qui caractérise la nourriture? C'est surtout au départ de savoir d'où cela provient, pas parce qu'il y a une étiquette qui a été apposée sur l'objet alimentaire, sur la pomme, sur la banane, mais non, parce qu'on connaît les origines. Hier, par exemple, j'ai rendu visite à l'un de mes amis. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au sein du delta de Niger et nous avons beaucoup parlé de l'approche alimentaire. Nous nous sommes installés devant le bâtiment et nous avons regardé tous les produits
qui était disponible dans le magasin d'à côté. Et nous avons passé un temps fou à parler de tous les arbres où poussaient les différents fruits, les avocats, les cerises et ainsi de suite. Et on a parlé de la valeur médicinale de tous ces produits que nous voyons sur les étals. Et ça, c'est important pour moi. Il faut savoir à quoi correspond l'alimentation, dans quel contexte est-ce que cela peut être utilisé, les besoins médicinaux. Cela permet de dire ça c'est la nourriture, ça c'est l'alimentation. Et ce n'est pas juste quelque chose qui fait partie de l'économie qui permet de faire des profits. Oui, on peut prolonger un peu ça, c'est-à-dire que ce qui est en je crois que ce que vous dites qui me paraît en fait majeur, c'est que l'alimentation nous territorialise et nous inscrit. Alors la question qui est compliquée, on a cette question difficile en France de ce point de vue-là, c'est la question du rapport au local et comment penser le local sans localisme, si je puis dire, ou ne pas réduire le local à une exaltation en fait du terroir. Donc c'est la question des replis identitaires en fait que j'évoquais un tout petit peu en fait tout à l'heure. Et donc la question de l'alimentation, elle est intéressante de ce point de vue-là parce qu'effectivement elle force à la fois à repenser notre rapport à l'espace et de repenser notre rapport au temps. Et effectivement les logiques productivistes, elles s'affranchissent ou elles veulent s'affranchir à la fois du rapport à l'espace et à la fois du rapport au temps en créant un temps abstrait et en créant des espaces qui sont abstraits. Et telle sorte qu'effectivement, manger, ça serait faire circuler des biens à l'échelle collective, indépendamment des lieux et indépendamment des temps. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie sur le plan spatial? Bien, c'est précisément, par exemple, les grandes dépendances des pays du Nord qui se servent des terres arables des pays du Sud pour y faire pousser leur alimentation, en la délocalisant. La délocalisation, c'est la réduction précisément du rapport à l'espace à simplement des logiques transactionnelles, mais c'est aussi la réduction des espaces de production agricole à des logiques géométrisantes, si je puis dire, la grande monoculture céréalière que nous connaissons chez nous, ou les grandes monocultures qui arasent la biodiversité, eh bien, elles sont l'expression de cette logique de la réduction de l'espace à de la géométrie à contrôler et à dominer. Mais ce qui est vrai sur le plan spatial est vrai également sur le plan temporel, c'est qu'en fait, nous finissons par penser que le temps de la nourriture est un temps qui devrait lui aussi être homogène et uniforme, telle sorte que, comme on dit, on voudrait pouvoir manger des fraises en hiver, pour nous, ici. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit à propos des avocats au Nigeria, mais cette idée, en tous les cas, que s'affranchir de la temporalité comme une contrainte, comme une aliénation, et vouloir à tout prix, effectivement, une production alimentaire indépendante de ces deux conditions spatiales et temporelles qui disent quelque chose de notre ancrage humain, de nos dépendances relationnelles, sans pour autant que ceci soit une exaltation du territoire, ou du terroir plutôt. Et enfin, on en reparlera. Je ne sais pas si vous avez ces questions nationalisantes autour de la nourriture, mais c'est autour d'une géopolitique de l'assiette. Il y a aussi des enjeux en fait identitaires. Ouais, ces enjeux identitaires, on essaiera d'y revenir parce qu'il y a aussi d'autres enjeux de conflits et de conflictualité autour de tels produits qui en a la paternité, alors qu'on sait très bien qu'il y a une hybridation, il y a la circulation, il y a des transferts, mais souvent ça nous arrive de parler de café grec ou de café turc. Comment on se place, la question du homos aussi sur le bassin méditerranéen, qui est le pays qui l'aurait produit. Et ça, on a tous ces enjeux de repli et on voit très bien les logiques dans lesquelles on peut se placer. Mais la question qui était posée, c'était plus celle, me semble-t-il, de la consommation. Non pas simplement les enjeux de la production, mais des modes de consommation, des enjeux de consommation, et qu'est-ce qui rend possible ces consommations. Logique de globalisation. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre toujours, là, excusez-moi encore de faire un peu de rejouer à l'histoire, mais la boisson britannique par essence, c'est le thé. Et le cup of tea, c'est devenu quelque chose d'important dans le monde britannique depuis le XVIIIe siècle. Même ça remplace au petit déjeuner la bière anglaise que l'on buvait auparavant. Mais ce thé, il vient d'où? Il est venu comment? Il venait de Chine, ensuite il est implanté en Inde, il arrive par les bateaux en Angleterre,
Mais il fallait du sucre, et le sucre venait des Caraïbes. Et donc avec cet exemple-là de cette boisson britannique, on a tous les enjeux de la géopolitique des XVIIIe et XIXe siècles, de l'impérialisme du libre-échange que les Britanniques ont mis en place, puisqu'ils avaient bien sûr quelque chose de fondamental, ils possédaient la flotte et ils possédaient les mers, et ils avaient la possibilité de ces transports. Mais en ayant imposé à tout le reste du monde des traités de libre-échange, je dirais parfois avec la canonnade. Souvenons-nous ce qui s'est passé en Chine, comment ils ont pu intervenir avec les guerres de l'opium pour obtenir le marché chinois. Mais ça nous renvoie peut-être aussi à autre chose. Et j'ouvre le débat. Aujourd'hui, la Chine qui intervient partout, c'est une revanche de l'histoire par rapport à ce 19e siècle, où les Chinois disaient il y a quelques années, on va rattraper l'Angleterre, mais rattraper l'Angleterre dans l'imaginaire du 19e siècle. Et voilà pourquoi les enjeux de géopolitique de l'assiette ont aussi du sens, me semble-t-il, pour dépasser peut-être nos aspects de désir, nos aspects... Et c'est fondamental dans ce qui touche et ce qui participe de la nourriture, mais il y a aussi ces enjeux. Et j'aimerais que l'on puisse échanger tous les trois là-dessus. Okay. All right. Let me just make a short comment about. Alors, je souhaitais simplement formuler un commentaire. C'était fascinant ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la géopolitique, mais également la géographie de la nourriture. À tout moment, les gens veulent surmonter le temps, les saisons. On veut manger ce qu'on devrait manger en été, en hiver, et ainsi de suite. Mais c'est une manière pour les êtres humains, à mon sens. Je pense que les êtres humains ont essayé de faire en sorte que la nature soit beaucoup plus efficace ou contrôler la nature et faire en sorte que la nature fasse ce qui n'est pas naturel pour pouvoir obtenir tout type de nourriture à tout moment, malgré les saisons. Mais vous savez que pour le corps humain, je pense qu'il faut respecter les saisons. Et je pense que si on mange ce qui est de saison, c'est beaucoup plus bénéfique que de manger des choses qui ne sont pas de la saison, parce qu'évidemment, les produits qu'on mange répondent mieux par rapport aux conditions de la saison. Mais je pourrais également prétendre que les êtres humains ont pu contrôler les saisons dans une certaine mesure. C'est pas forcément ce que j'appellerais la géo-ingénierie, mais on peut faire semblant d'être en été au milieu de l'hiver. Et on peut chauffer nos domiciles et on peut s'habiller de telle ou telle manière pour tromper les saisons. Mais je voudrais simplement vous parler de quelque chose qui m'impacte personnellement. Il s'agit là d'une tendance géographique, le transport de nourriture d'une région à l'autre, et cela devient ou fait partie du régime de la nation. Donc, par exemple, le poisson qui vient de Norvège ou du Canada. Pour la plupart, en Afrique de l'Ouest, on mange du poisson qui vient du Canada, au Nigeria. Donc, évidemment, ces poissons ne sont pas pêchés au large du Nigeria, mais ce poisson fait partie intégrante du régime culturel de notre peuple au Nigeria. Vous savez que nous avons beaucoup de nationalités au Nigeria. Et par exemple, lors d'un mariage ou une grande cérémonie, on mange ce poisson de la Norvège, et si ce poisson manque à l'appel, la cérémonie est ratée. Et il y a également le poisson séché qui est utilisé comme protéine bon marché pour les esclaves aux Caraïbes lors de l'esclavage. Ensuite, ces produits sont arrivés en Afrique de l'Ouest et tout d'un coup, on a reçu ces poissons séchés, et maintenant, ces poissons séchés font partie intégrante du régime alimentaire du pays. Alors, on oublie complètement l'histoire de ces produits. Donc, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire et on a oublié ces choses. Et on acquiert de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, on change de goût et on oublie la nourriture locale parce que la nourriture étrangère a l'air beaucoup plus intéressante et même si c'est pas forcément moins cher. Donc voilà,
des problèmes qui m'impactent et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. L'importation de la nourriture, on traverse la géographie, on traverse l'histoire, mais très souvent on oublie l'histoire de cette nourriture. Pour prolonger et aussi répondre à ta question, Jean, effectivement, insister sur la dimension du désir et la dimension relationnelle de la nourriture ne peut pas évacuer le fait que la relation, elle peut être aussi polémique, conflictuelle et brutale. Et donc, faire une géopolitique de l'assiette, c'est se dire que dans nos assiettes, il y a aussi des tempêtes. Et que ces tempêtes, elles peuvent être extrêmement violentes, contrairement à le caractère assagi des nourritures en fait qui nous y sont proposées quand c'est une assiette ou quand c'est un plat partagé. Et là, je me dis, il y a deux choses. En fait, j'aurais deux choses que je voudrais dire peut-être. La première, qui pourrait être un exercice d'attention. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons, on pourrait faire ce petit exercice de se dire, tiens, ce qu'il y a dans mon assiette, ça vient d'où ? Quelles ont été les conditions de sa production. Bref, quand on commence à réfléchir à l'ensemble des éléments qui ont rendu possible ce que nous mangeons à midi ou le soir, soudain, nous prenons conscience des interdépendances géographico-politiques qui font que cette assiette qui est là chez moi me relie, m'articule, me greffe avec l'ensemble du monde. Mais en même temps, nous avons fabriqué un type de monde qui occulte l'ensemble de ces petites relations, de ces infimes relations, qui l'occulte pour faire comme si, précisément, ça venait de nulle part, ou que c'était suffisamment fiabilisé pour qu'on n'ait plus à se poser la question. Et ce qu'on occulte, c'est effectivement ces violences, ces rapports polémiques qui y sont engagés, et où on ne peut pas oublier que, des faits, autour de la question de la nourriture, il y a des guerres. Des guerres multiples. Il y a eu des guerres du sel, il y a eu des guerres du sucre, il y a eu des guerres du café. Enfin, on pourrait en faire la liste. En l'occurrence, les historiens et les géographes, de ce point de vue-là, ont beaucoup à nous apprendre. C'est-à-dire que sous l'apparente tranquillité de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est bizarre le mot assiette d'ailleurs en français, parce que l'assiette, ça veut dire quelque chose de, on dit ça en équitation, être bien dans son assiette, c'est être bien, dans sa position tranquille. Effectivement, le caractère paisible de ce qui se joue, dans l'assiette, est un masque, de l'ensemble des relations polémiques et brutales qui peut parfois y avoir, effectivement, dans l'accès et fiabilisé à ces nourritures. Et là, de fait, les questions géopolitiques sont majeures parce qu'elles disent que dans l'action la plus individuelle s'engagent bien des choix qui sont portés parce que nos nations et nos États choisissent eux aussi de porter, et avec eux aussi la concurrence des entreprises multinationales qui elles-mêmes imposent aux États d'autres logiques que ceux-ci voudraient défendre. Donc effectivement, la question du polémique me paraît majeure pour ne pas être dans le caractère trop douce, d'une assiette un peu trop douce. Ouais, éviter une assiette aseptisée, mais penser effectivement tout ce qu'il y a derrière. Et peut-être une autre question que j'aimerais poser à tous les deux, parce que entre l'assiette et le repas, il y a le vin. Puisqu'on a évoqué la cité de la gastronomie et du vin, depuis quelques années, le monde est touché, en quelque sorte, le monde vitivinicole est touché par cette question des cépages, face, en fin de compte, aux appellations d'origine contrôlée. Ça nous ramène un peu à la question du local, ça nous rappelle un peu à la question, non pas des identités, parce que c'est pas cette logique-là, c'est la logique de la réglementation. Qu'est-ce qui fait une appellation d'un vin ? Alors que si on met le même cépage partout, et on peut arriver aujourd'hui à goûter du Cabernet Sauvignon de Bulgarie à l'aveugle, et on se fait avoir en pensant que ça vient du sud-ouest, etc. Je voulais ramener un peu cette question-là parce que ça nous amène aussi à cette question des goûts, de l'uniformisation, et surtout de lutter contre toutes les formes de réglementation. Parce que derrière l'idée on consomme tous la même chose, il y a plus les réglementations, il y a plus les enjeux de ce qui a participé à construire de fait une appellation d'origine contrôlée. En France, c'est toute une longue histoire, et 1935 est une étape importante. Mais quand on met de la réglementation, il y a une norme. Et quand il y a une norme, il faut la respecter. Et dès lors, si on met le cépage à la place,
il n'y a plus de normes et on peut faire tel vin partout ailleurs dans le monde, le champagne partout dans le monde. Et la logique, là, des terroirs au sens noble du terme et non pas celui d'un repli identitaire, est totalement balayée. Et j'aimerais peut-être aussi avoir votre avis sur cette question. Je laisse d'abord la parole à Nemo. You handed over to the wrong man. Vous vous êtes trompé d'homme là. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Oui, c'est très intéressant cette histoire de vin. Et c'est vrai que parfois, on recherche des choses qui sont différentes et on pense que tout ce qui est local n'est pas différent. Et c'est vrai que parfois, tous les pays ne font pas du bon vin. S'agissant du vin, les gens cherchent ce qu'ils considèrent comme un vin de qualité, peu importe l'origine de ce vin. Et c'est vrai qu'il y a certains pays qui ont une très bonne réputation dans le domaine du vin. Ce sont des pays viticoles où le vin est excellent. Mais là encore, il y a beaucoup de faits historiques autour de cette question de savoir qu'est le vin et quel n'est pas le vin. Par exemple, lors de la période du colonialisme, il y avait beaucoup de viticulteurs qui ont été interdits. Ils n'avaient pas le droit de produire leurs boissons. Et on a interdit l'importation de certaines boissons sur le territoire. Donc, il a fallu créer un marché d'importation. Donc, il a fallu interdire les boissons locales et cela a ouvert la porte à l'entrée des boissons étrangères. Et les riches, par exemple, ils pouvaient acheter des vins très chers, des whiskies très chers. Et ceux qui préparaient le breuvage local, en fait, ne faisaient plus partie de ce marché d'économie. Là encore, il s'agit d'un rapport de force. Et ces rapports de force existent depuis la nuit du temps, en fait. Dans la question, effectivement, j'ai imaginé un peu votre embarras, Nemo, ouais, parce qu'effectivement, le vin au Nigeria, il faudrait voir ce qu'il en est, peut-être du blé, de la bière ou d'autres boissons. Mais effectivement, ce qui est derrière la question en fait de Jean, c'est la question du rapport contrôlé à la maîtrise du vivant, notamment la question des graines et la question des cépages. Moi, ce qui me frappait en fait, ce qui me frappe dans cette question, c'est que si effectivement on réduit les enjeux d'alimentation à la maîtrise de flux qu'il faut gérer pour faire en sorte qu'ils arrivent de manière continue là où on veut qu'ils arrivent pour pouvoir les vendre tels qu'on voudrait les vendre à qui on veut les vendre et au prix auquel on veut le faire, eh bien, il faut pouvoir maîtriser l'ensemble du circuit et donc à commencer par le type de semences, le type de plantes ou le type d'animaux qu'on veut ici mettre sur le marché. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'uniformisation, l'unidimensionnalisation, elle revient là aussi. C'est qu'en fait, là, nous avons en fait construit une logique du vivant qui sert une maîtrise du vivant dans la multiplicité de ses configurations, qui fabrique des formes de vivant unidimensionnalisées, les mêmes espèces partout, les mêmes variétés partout. Je prends un autre exemple qui est du côté de l'apiculture. On voit aujourd'hui qu'autour des abeilles, on a aujourd'hui un appauvrissement en fait de la biodiversité du type d'espèces, puisqu'on a mis au point, en les bricolant un petit peu génétiquement, un type d'abeilles très très particulières qui sont à la fois sympathiques, productrices de miel en quantité, mais qui sont les mêmes à l'échelle globale, mais qui nous fragilisent considérablement parce que pour peu qu'un jour celle-ci soit malmenée, eh bien c'est foutu, mais aussi elles fragilisent parce qu'elles homogénisent complètement les pratiques ou les productions alimentaires en nous exposant au risque de l'altérité, si je puis dire, qui est celle de variations climatiques, de différences géographiques et géologiques. Enfin bref,
Donc la question en fait du cépage et donc et plus généralement donc d'une biomaîtrise, d'une biopolitique au fond aussi, on pourrait le dire comme ça, mais d'une biopolitique du vivant non humain, mais aussi humain. Cette question-là, elle est effectivement massive parce qu'effectivement, on régule le vivant depuis sa production jusqu'à sa consommation et le meilleur service pour rendre ceci, c'est l'uniformisation, unidimensionnalisation. Alors, en dehors de ce débat qu'on a voulu introduire entre le repas, l'assiette et la boisson, il y a d'autres formes de boissons aussi sur lesquelles, tout à l'heure, j'ai parlé du thé, mais une boisson, et les sodas en particulier, l'une d'entre elles, le fameux Coca-Cola, qui a envahi la planète au XXe et XXIe siècle. Pour mémoire, j'aime bien souvent prendre cet exemple au cours de la guerre froide. Alors là, on est vraiment dans la géopolitique. Comment, en fin de compte, le Coca-Cola est appréhendé en France par la culture communiste, dans l'Humanité, dans La Terre, qui était le journal des paysans communistes, ou même dans Action, un journal issu de la résistance. On explique ce qu'est le Coca-Cola. Et on va donner les ingrédients du Coca-Cola. Et en disant, ben voilà, c'est une drogue, hein, c'était ça qui était derrière, et c'est ce que l'on veut nous imposer comme boisson. Alors avec le recul, aujourd'hui, on en sourit. Et l'idée, c'était de consommer du vin face au Coca-Cola. Enfin, il y avait toutes les logiques, là aussi, de culture identitaire, et peut-être pas de repli sur le terroir, mais cette logique-là. Et à contrario, maintenant, c'est devenu une boisson banale. C'est devenu une boisson que l'on a partout, que l'on accepte partout. Et regardez ces documents à l'aune de plus de 70 ans de ce qui a existé, on peut en sourire. Et pourtant, ça participe d'une logique géopolitique. Donc, j'aimerais qu'on essaie de penser ça peut-être avec d'autres produits et quelle remarque vous pouvez avoir jusqu'à, et on l'a dit tout à l'heure, des logiques identitaires locales où on va inventer non pas un Coca-Cola, mais un Braise Cola en Bretagne, où on va jouer à fond quelque chose d'un repli ou d'un régionalisme assumé face à une logique d'un impérialisme américain. Alors, j'emploie des gros mots tout de suite, peut-être en disant impérialisme et ces enjeux-là, mais ça participe aussi de cette géopolitique de l'assiette, et j'aimerais avoir votre sentiment. Peut-être je vous laisse la parole, Nemo. Merci beaucoup. Alors, l'exemple du Coca-Cola est vraiment très, très important parce que effectivement, du Coca-Cola, on en trouve partout progressivement. Le Coca-Cola s'est frayé un chemin partout dans le monde et il y a toutes ces versions locales. Et je pense que les versions locales, on les voit pas parce que les personnes ont besoin d'une boisson sociale, mais parce qu'on y voit un moyen de gagner de l'argent. Et je pense que la plupart du temps, les gens boivent du Coca-Cola, peu importe la marque. Et c'est le marketing souvent qui fait que telle ou telle personne se sent attirée par la boisson. Les gens voient les panneaux 4x3, voient qu'il y a ces boissons très fraîches qui ont l'air très cool. Et puis, ils voient des pubs avec un super acteur ou actrice qui est en train de boire cette boisson qui a l'air très heureux. Les gens veulent pouvoir vivre cette même vie, avoir ces images. Et je n'aimerais pas dire que ces boissons constituent une forme d'alimentation, mais on voit que le pouvoir de la publicité a fait que désormais, beaucoup de citoyens acceptent ces boissons comme ayant autant de valeur que de la nourriture. Donc, les gens ne regardent absolument pas la valeur nutritionnelle, etc. Les gens ignorent totalement l'importance de ces aspects. Les gens veulent du rêve, ils achètent du rêve. C'est pour ça que les bouteilles sont très, très grandes. On pourrait produire ces boissons en petite quantité, mais les gens sont ravis d'avoir une très grande bouteille en main. Il y a le toucher, tout ça compte. Et il y a beaucoup de choses que nous buvons simplement parce que ça nous donne l'impression que nous sommes vraiment en vie, que nous sommes plus importants, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Vous voyez, le marketing, je pense, a pris le contrôle de ce que nous considérons comme étant l'alimentaire et ce que c'est qu'une bonne boisson. Regardons le pouvoir de la publicité actuellement et
Et c'est quelque chose qui a été cultivé, qui a été développé au fil du temps. Il y a des boissons, par exemple, des boissons dont on peut littéralement tomber amoureux. Moi, personnellement, j'adore les boissons qui sont amères et ça paraît bizarre de pouvoir dire qu'on puisse tomber amoureux d'une boisson. On n'aurait jamais pu dire ça par le passé et pourtant, il y a des gens qui tombent amoureux de telle ou telle bière parce que c'est une bière qui fait qu'ils se sentent bien. Donc, l'imaginaire, je pense, est très, très important aussi. Tout ce travail que nous faisons dans nos têtes pour apprécier ou non les boissons. Pour certaines personnes, c'est un verre de bière. C'est très important simplement parce que cela leur permet de réunir leurs amis, réunir toute la communauté. Nous avons tous des raisons pour aimer certaines boissons et je trouve ça absolument incroyable. Lorsqu'on commence vraiment à creuser, à réfléchir, on voit pourquoi nous considérons ces boissons comme étant si importantes. Ce qui renvoie à l'éducation, ce qui renvoie au goût et à l'éducation au goût aussi, parce que c'est quelque chose, me semble-t-il, important de voir l'évolution du goût sur le temps long. Il y a des choses qu'on appréciait il y a peut-être 200 ans qu'aujourd'hui on n'apprécie plus, et il y a toute cette alchimie, cette hybridation, cette acculturation. Moi j'aime beaucoup ce terme d'acculturation. Alors je l'emprunte à Maurice Agulon, un grand historien du monde rural français qui le reprenait en permanence. Mais comment, en fin de compte, on a ces échanges, et c'est là aussi autour de l'assiette, parce que c'est quand même un moment convivial, et il faut peut-être dépasser les logiques que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient celles d'une géopolitique dure, de l'affrontement, du conflit et tout. Il y a aussi ce moment de convivialité, il y a ce moment de partage qu'on évoquait tout à l'heure, et que l'on revienne peut-être à ces enjeux de transfert, à ces enjeux d'acculturation et d'éducation au goût. Alors, là encore, on peut avoir la logique de la distinction. Ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui sont les initiés en quelque sorte, qui ont les mots. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure le vin, les mots du vin. Il y a toujours des choses assez intéressantes de ce côté-là. Et ceux qui sont un peu mis de côté ou qui sont pas forcément initiés, qu'on méprise de ce point de vue-là. Et j'aimerais aussi avoir les deux points de vue. Un, le partage, et deux, les logiques de distinction. Ok, je voulais revenir simplement encore une dernière fois sur les questions polémiques. Je discutais avec un collègue philosophe, en fait, Baptiste Morisot, qui travaille beaucoup sur les relations en fait que dans nos sociétés nous entretenons avec les loups, et qui m'expliquait qu'est-ce qui s'est passé, enfin pourquoi un des gros problèmes en fait que posent les loups en fait en Europe et en France en particulier est lié à la problématique de l'élevage et donc de l'élevage ovin. Et il m'expliquait qu'une des grandes difficultés, c'est ce qu'est devenu le pastoralisme dans nos sociétés, et en fait d'où viennent les espèces d'ovins qui sont aujourd'hui, accompagnés dans les logiques de pastoralisme. Et il me rappelait quelque chose que j'avais complètement oublié, qu'au moment où la France a eu quelques soucis, au moment de l'affaire du Rainbow Warrior avec le Commonwealth, la sortie par le haut, si je puis dire, d'un conflit diplomatique, s'est payée par le bas d'une obligation et d'une contrainte faite de la part de la Nouvelle-Zélande à la France d'accepter d'accueillir sur le territoire français une quantité non négligeable en fait d'ovins venant de Nouvelle-Zélande, non fait pour être élevé en montagne et dans ces terres en fait que nous connaissons nous du côté du Pyrénées ou du côté des Alpes, tel qu'effectivement le pastoralisme pour ce type d'animaux rendait très 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 difficile les techniques en fait habituelles de pastoralisme que nous connaissons, telle sorte que les diplomaties des relations hommes-animal, ovin-loup, sont la retraduction autour de l'action de l'accès de la viande à des enjeux géopolitiques que tu évoquais tout à l'heure. Alors maintenant sur le second aspect, la question des imaginaires de la nourriture dans sa double dimension à la fois de partage et de distinction. D'abord, pour moi, ce qui me frappe, c'est que quand on dit imaginaire ou quand on dit vendre du rêve, qu'est-ce qu'on met derrière ?
Et probablement qu'une des forces de ce qu'on appelle le marketing ou de ce qu'on appelle la publicité ou de ce qu'on appelle aussi, on a cette expression aujourd'hui que on parle à propos de l'économie de l'attention. On se met à parler de marchandisation de l'intime. Alors l'expression est là aussi peut-être compliquée à entendre, mais donc la capacité qu'a aujourd'hui le marché de tellement nous rejoindre de façon individualisée qu'on croit que ce qu'on consomme, ça a été fait singulièrement pour nous. Et donc cette question-là, elle est redoutable. Alors l'industrie numérique va à fond là-dedans, mais la question alimentaire s'y déploie aussi. Et je dirais qu'un des enjeux éducatifs majeurs pour moi ici, c'est comment va-t-on apprendre à faire la différence à nos plus jeunes, mais aussi à nous-mêmes, entre notre désir et nos envies. Parce que, de cette façon, la grande puissance du marketing aujourd'hui, c'est d'installer une confusion entre ce qu'on aurait envie d'avoir et ce qu'on désirait être. Et créant cette confusion, eh bien, on peut effectivement faire croire que c'est Coca-Cola qu'il me faut ou autre chose. Et donc, il y a un enjeu éducatif de ce point de vue-là, qui est une façon de penser la question de la distinction, mais dans un sens sans doute différent que celui que tu évoquais, parce que c'est pas tout d'abord la distinction bourdieusienne, hein, c'est la distinction au sens de, effectivement, l'expérience de distinguer, mais par la question de l'alimentation, une forme de distinction de soi. Quand on disait être distingué, alors ça fait un peu bourgeois hein, que de dire ça, hein, mais en même temps, c'est dit quelque chose d'assez fin. Alors ça pose pour moi une autre question qui est celle de pourquoi dans les expressions de la sensibilité et de la culture de la sensibilité, la cuisine fait partie des arts mineurs. Hein, pourquoi elle ne fait pas partie de la grande célébration des beaux-arts, hein, trop animal, nous agrippant trop à l'olfactif, au gustatif, au ventre, bref, le trop animal et pas assez humain, alors qu'en fait, au contraire, je trouve autour de la question des arts culinaires, il y a effectivement, les réhabiliter, c'est réhabiliter une certaine anthropologie et en discuter une autre. Celle précisément qui pensait que manger, c'est se distinguer et surtout pas se confondre avec l'animalité. Je crois que ce qui est en jeu, et les enjeux écologiques qui reviennent là aussi, c'est une redéfinition de soi dans nos relations aux autres par la compréhension, bien entendu, de ce que c'est que notre corps. Parce qu'au fond, manger nous renvoie à notre corps, mais comme corps de relation. Voilà, c'est une réponse que je ferai. Parfaite, merci. Wow, c'est incroyable ce que vous venez de dire. Désolée, j'étais tellement concentrée. J'ai besoin de dire simplement que tout ce que vous venez de dire, ça avait l'air absolument incroyable. Et je vous remercie. Merci d'avoir conjuré cette image et de l'avoir expliqué aussi clairement. Alors, je voudrais simplement apporter une toute petite contribution pour dire que les déchets alimentaires, cela constitue l'un des plus gros problèmes dans le monde. Quasiment 30% de l'alimentation qui est produite est gâchée, n'est pas consommée. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui pourraient faire bon usage de l'alimentation. Et je voudrais dire peut-être que la responsabilité incombe peut-être, et je n'ai pas de preuves scientifiques, je pense que la responsabilité incombe à notre style de vie où nous sommes très individualistes. Je veux dire que par le passé, l'alimentation, ce n'était pas quelque chose qui était géré par une personne qui s'asseyait seule pour avaler son assiette. Non, par le passé, les gens se réunissaient dans la communauté, ils se réunissaient pour manger, pour partager. Or, c'est quelque chose que l'on voit de moins en moins. Auparavant, il y avait une assiette au centre, chacun prenait l'alimentation qu'il voulait, se servait dans l'assiette, mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que chacun charge un maximum son assiette individuelle et ce n'est plus du tout la même chose. Et je pense que c'est cela qui gouverne, entre guillemets, notre monde aujourd'hui. L'approche à l'alimentation est beaucoup plus individuelle. On peut avoir une assiette en papier, en plastique, peu importe, une assiette biodégradable, mais on jette l'assiette après. Alors qu'auparavant, l'assiette était quelque chose de conséquent qui était lourde. On l'utilisait si on voulait proposer à manger au groupe et puis après on lavait, on rangeait l'assiette. Alors qu'aujourd'hui, on jette l'assiette, on peut jeter l'amitié, on peut tout jeter. On peut vivre dans un endroit très froid où la nourriture a perdu
toute sa valeur. Vous voyez, il y a des circonstances où parfois il faut changer la façon de se nourrir, mais par le passé, les familles se retrouvaient ensemble, racontaient des histoires, partageaient des informations sur la nourriture, parlaient de ce qui se passait dans la communauté, et les gens n'étaient pas seuls. Or, quand on est seul, quand on mange seul, ce n'est plus du tout la même chose. Et je pense que c'est quelque chose de très occidental. Oui, on prend un petit peu de nourriture, on met ça dans l'assiette, et puis si on n'a plus envie de manger la nourriture qu'on a dans son assiette, on la jette. Et personnellement, je voudrais simplement dire que lorsque je rends visite à certaines communautés, très récemment, ou non, pas très récemment, il y a un an, juste avant le confinement de Covid, je me suis rendue au sein d'une communauté au Sénégal, et quand le moment est venu de manger, ils ont apporté une assiette absolument énorme avec un type de riz. C'est une sorte de riz qui est excellent. Et entre le Ghana et le Nigeria, il y a des concours pour savoir d'où vient le meilleur riz. Et là, nous étions au Sénégal et nous étions en train d'avoir cette discussion sur le meilleur riz qui existe. Et c'est très, très belle assiette. C'est du riz qui est long. Et il y avait beaucoup de cuillères qui ont été passées à tout le monde. La plupart d'entre nous, on utilise nos doigts, mais nous avons regardé la quantité de riz qui était là. C'était absolument énorme, mais on a tout mangé. Mais on a tout mangé parce qu'on blaguait, on parlait, on discutait. Mais c'était vraiment un grand moment de partage. Et je me suis rendue au sein d'une autre communauté, et là, ils nous ont emmené un bol d'eau. Et chaque personne devait avaler un petit peu d'eau et passer à son voisin. Et nous avons partagé ce bol d'eau pendant tout un moment, et c'était pour montrer que nous acceptions d'être amis, d'être des personnes de la même famille, entre guillemets, qu'on a accepté de se faire confiance. On était capable de boire dans la même tasse, à partir du même bol. Et ainsi, à force de boire, la conversation est devenue plus franche, plus intime, et nous avons trouvé beaucoup d'accords sur beaucoup de sujets. Donc, vous voyez, l'alimentation, les boissons, lorsque ces choses sont partagées, cela permet de renforcer nos relations. Et je pense qu'il faudrait revenir vers cela. Il faudrait beaucoup plus manger ensemble. Ouais, c'est une belle formule, surtout en ce moment, avec tout ce que l'on vit à cause de la pandémie et de tous les enjeux de confinement, de masques. Bon, on les a pas là sur nous aujourd'hui, mais en sortant, on va les remettre. Vous avez entièrement raison sur cette notion de partage, sur cette notion de prendre le temps. Et ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe sur la logique des temporalités, des moments. Manger en 5 minutes ou prendre le temps de manger. Et c'est pas la même chose. Ça renvoie soit à l'individu ou soit au groupe. Alors sans pour autant avoir la nostalgie du passé. Je crois pas que les enjeux d'autrefois, c'était mieux, hein, le côté âge d'or que l'on a pu dire. Certains mangeaient très mal et même s'ils étaient en groupe, ils partageaient pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à partager. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de partager tout ça. Il faudrait retrouver, oui, ce temps d'échange qui permettent non seulement de se faire confiance, mais qui permettent de vivre ensemble. Et là, ce que vous proposez est un modèle alternatif à la logique du chronomètre et d'une logique de taylorisation, même sur le manger, puisqu'on réduit l'espace-temps, on réduit ce que tu évoquais tout à l'heure. Peut-être en guise, non pas encore de conclusion, mais pas loin, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre conversation. Est-ce que il y a une anecdote autre que celle de ce bol partagé ou de ce riz que vous aimeriez tous les deux nous donner par rapport à cette question centrale qui était la géopolitique de l'assiette? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été confronté à cette question, en dehors de petits exercices que tu donnais tout à l'heure, du style, ben voilà ce que j'ai dans mon assiette, ça vient d'où, etc. Mais est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes posé cette question? Est-ce que ça vous est arrivé de se dire, ben, face soit à ce qu'on me propose de manger, ou ce qu'on me propose pas, etc., j'ai tout de suite pu penser à la géopolitique de l'assiette? Alors qu'au départ, c'est très loin de tout ça, puisqu'il y a la question du goût, il y a la question du plaisir, mais quand même.
Oui, enfin, je pense qu'on a. Ouais. C'est une très belle façon de clore. Ouais, Hein. ouais. Donc je vais donner un exemple. Ce qui me, oui, enfin, j'avais envie de prolonger ce qui vient d'être dit, mais faut pas qu'on soit trop long. J'ai eu la chance en fait d'aller en Chine et donc un jour, donc les personnes en fait qui m'invitaient en Chine, donc c'était du côté de la côte est, vers Shanghai en l'occurrence, en fait, m'invitent donc comme ils le font donc dans les restaurants chinois, où là précisément il n'y a pas d'assiette. En tous les cas, il y a des plats communs qui tournent en référence à la Lune, avec cette idée que eh bien, manger, ça a aussi une dimension plus que géopolitique, presque géocosmique, si je puis dire, puisque la nourriture, c'est pour eux le premier médicament, parce que manger, c'est communier à la logique générale de la nature. Mais néanmoins, donc bref, il m'emmène dans ces restaurants avec. Donc c'est ça que je voulais dire quand même, c'est que donc la façon que nous avons de chorégraphier un repas, parce que c'est de chorégraphie dont il est question, cette façon de chorégraphier, elle est porteuse de valeur. Hein, et donc les dispositifs techniques ne sont pas simplement que des outils, ils sont des façons d'affirmer des valorisations. Et donc ce que Nimo disait à propos d'une assiette qu'on met au centre ou d'une assiette qu'on ramène à soi, c'est une façon de chorégraphier les relations individus-collectifs. Mais donc pour mon exemple en fait qui m'avait touché, c'est que donc les plats étaient extraordinaires. La cuisine chinoise est une cuisine quand même assez incroyable. Et à un moment donné, ils voulaient vraiment m'honorer. Et ils m'honorent en m'offrant quelque chose que j'avais du mal à l'identifier. En fait, c'était un champignon parasite blanc, extrêmement succulent, mais qui est en fait un champignon qu'on récolte sur un verre qui pousse en fait lui-même sur des racines et qu'on ne trouve que à l'ouest et dans les montagnes du Tibet. Enfin, pas très très loin. Et là, soudain, je me disais, j'ai à la fois la chance de manger un mets extrêmement rare, et peut-être que je suis en train de participer à une façon de prédation exercée sur un territoire par un autre. Et donc j'étais pris entre le goût et la salutation que je voulais faire à ceux qui m'invitaient et la non totale communion, étant un petit peu inquiet des conditions justement géopolitiques qui avaient permis la récolte de ce champignon blanc. Merci. Peut-être à vous. I think that is really, you know. Quelle histoire formidable. C'est vrai que parfois, nous devons vraiment suivre la tendance du groupe. Parfois, on nous offre quelque chose et si on n'accepte pas cette nourriture, en fait, cela pourrait causer des problèmes assez graves. Les gens n'aiment pas forcément quand on offre quelque chose et on refuse. Donc, vous savez que les aventures alimentaires sont vraiment très intéressantes parce que ces aventures alimentaires nous permettent de créer des liens d'amitié et créer des liens au niveau des affaires. Donc, on utilise la nourriture pour créer des liens. Donc, il y a beaucoup d'histoires culturelles autour de la nourriture. Et dans la plupart des religions du monde, vous savez que la nourriture fait partie des rites de ces religions du monde. Et le fait d'accepter ce don de nourriture, c'est critique, mais parfois c'est vrai que c'est difficile d'accepter ce don de nourriture. Et moi, je ne préfère pas être dans ce dilemme personnellement. Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois refuser? Moi, une fois, je vais vous raconter une histoire. J'étais au Venezuela et j'étais avec une communauté locale au Venezuela, donc où il y a beaucoup d'Amérindiens, donc dans cette communauté. Donc j'étais ici au Venezuela, et je leur ai dit que c'était mon anniversaire. Donc du coup, ils ont décidé de cuisiner quelque chose de spécifique.
C'était un mets très unique. J'ai jamais mangé ce mets. Donc, c'était du riz sauvage à l'eau et il y avait quelques oignons coupés et on utilisait une plante pour agrémenter ce riz. Et en fait, il y avait un autre mets donc qui venait d'un palmier ou d'un tronc de palmier où il y a ces palmiers qui poussent dans cette région du Venezuela. J'ai déjà vu ces mêmes arbres au Nigeria, donc ils ont découpé cet arbre, enfin cette écorce, et ils ont utilisé cette écorce pour agrémenter le riz. Donc c'était mon anniversaire. J'avais jamais vu un mets aussi beau, mais en fait, je me suis dit, je vais le manger quand même, et j'ai vraiment adoré. Mais je n'ai plus mangé ce mets depuis. Et c'est la dernière fois que j'ai mangé ce mets, mais c'était vraiment un grand défi pour moi que de manger ce palmier. Mais c'était bon, pourquoi pas? Et j'ai vu que parfois nos cultures se rapprochent. Et c'est vrai que lorsqu'on partage des mets, en fait, cela nous rapproche. Ils avaient également un vin très spécifique. Et ils mangeaient des vers, je ne sais pas quel est le bon terme en fait, mais ils mangeaient une sorte de vers de terre et c'était vraiment bon finalement. C'était assez étrange, mais bon, finalement je l'ai mangé, c'était bon. Les géopolitiques sont intérieures. Voilà mes aventures culinaires. Ouais, et c'est vrai que tout ça, c'est la découverte de l'autre, hein, et ça nous amène à un autre débat sur l'altérité. Ce sera peut-être une autre conversation, mais comme on était à Dijon, il y a cette cité de la gastronomie aussi, il y avait autre chose sur laquelle on pourrait rebondir. La bibliothèque municipale patrimoniale, là, de ce point de vue-là, conserve les menus. Et tout l'intérêt aussi des menus dans l'étiquette, dans la géopolitique et toute cette histoire particulière de domination, de codes, de normes. Peut-être qu'on ouvrira une autre fois là-dessus, mais tu devais lire quelque chose et j'ai pas oublié que tu voulais lire Brillat-Savarin, donc ce sera notre conclusion. Très bien. Ça sera une façon de partager en regrettant qu'on ne puisse pas banqueter ensemble, hein, parce que chez nous, normalement, on finit, chez les Gaulois, on finit toujours à la fin, en fait, par un banquet. Ne fais pas Astérix. Je ne fais pas Astérix. Et donc, je vais lire simplement 4 aphorismes de Brillat-Savarin, donc qui a inventé la gastronomie, donc le mot au moins. Il dit ceci: l'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Merci à vous, merci à toutes et tous pour cette conversation autour de la géopolitique de l'assiette. Merci Jean, merci Nemo. Merci. See you later. Thank you. Merci beaucoup. Donc, matière à réflexion. Cela nourrit nos pensées.